L'Assemblée nationale a donc adopté la proposition de loi numéro 11/2026 modifiant le code électoral. Le texte a été approuvé par 128 députés sur 165, dont 21 par procuration contre 11 députés défavorables et 2 abstentions, traduisant une adoption nette dans un contexte politique tendu. Dans la majorité parlementaire, la réforme est défendue comme l'aboutissement d'un processus de dialogue institutionnel. Ayib Daffé souligne que des concertations ont déjà été organisées en amont. Ayib Daffé, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. Procédure conforme à la Constitution et à notre règlement intérieur, puisqu'elle est passée par toutes les étapes que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc depuis le dépôt de la loi sur le bureau de l'Assemblée nationale et son vote aujourd'hui en séance plénière. Donc c'est une procédure régulière, c'est une procédure légale, démocratique et qui respecte l'état de droit, qui respecte la séparation du pouvoir, qui respecte également l'équilibre des institutions. C'est une fausse querelle, c'est un procès d'intention puisque comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une proposition de loi depuis plusieurs années. Quand nous étions même dans l'opposition, on l'avait déposée. Donc à cette époque, on était minoritaire et ça a été rejeté en bureau, donc pour irrecevabilité par l'ancienne majorité. Et aujourd'hui, que nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, nous avons pris nos responsabilités pour déposer cette proposition de loi afin de corriger ces iniquités, ces injustices qui étaient contenues dans le code électoral. À l'instant, Ayib Daffé, l'opposition reste fermement opposée à la réforme. Aïssata Tall Sall la qualifie de dangereuse et estime qu'elle répond à des considérations personnelles. Elle annonce le dépôt d'un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, espérant une invalidation du texte. Je vous propose d'écouter Aïssata Tall Sall. Elle est la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu. Elle est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. Elle porte en elle-même les germes d'un danger pour la démocratie et pour la République. Pourquoi je le dis? Tout le monde sait que la vocation d'une loi, c'est d'être générale et impersonnelle. Elle ne régit pas de cas particuliers. Or, à lire cette loi, à lire son exposé des motifs, à lire surtout le contenu de ses articles positifs, on se rend compte que c'est une loi qui ne vise qu'à régler une situation personnelle. Et je donne un exemple. Dans l'article 29 initial qu'on a réformé, et même dans le projet du président Diomaye, je vois que la contumace reste dans les cas qui sont visés pour inéligibilité. Dans cette loi, on a enlevé la contumace. Ici au Sénégal, quand on parle de contumace, vous pensez à qui? Vous avez tous la réponse, il n'y a pas besoin de dessin. Et on dit que la loi n'est pas personnelle. Et d'ailleurs, je salue le courage de certains collègues qui ont dit qu'ils reconnaissent et ils assument que c'est une loi personnelle. Or, une loi qui doit être de portée générale et impersonnelle, une fois qu'elle est personnelle, elle devient inconstitutionnelle. La deuxième dangerosité que porte cette loi, c'est qu'elle rétroagit. La loi ne rétroagit pas en principe. Et même quand le Parlement, même quand l'Assemblée nationale décide que la loi rétroagit, elle explique au moins en quoi elle fait rétroagir la loi. Elle explique au moins pourquoi elle fait rétroagir la loi. Nous n'avons rien entendu de ce côté-là. Et l'exposé des motifs de la loi qui permet aux lecteurs, mais surtout aux juges, de comprendre le sens, l'esprit, le pourquoi de la loi. L'exposé des motifs n'en parle même. Or, cette loi ne rétroagit que pour effacer des condamnations. Et puis à l'instant, Aïssata Tall Sall, la loi est donc adoptée. Il revient maintenant au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de la promulguer. Puis il sera publié au journal officiel dans un délai rigoureux de 8 jours. Au-delà de ce délai, la Constitution, en son article 75, confère au président de l'Assemblée nationale le pouvoir de la promulguer. Toutefois, cette procédure peut être suspendue si le Conseil constitutionnel est saisi pour examiner la conformité de la loi à la Constitution. Ce sont là les explications de l'ancien parlementaire Théodore Montey. Il est joint au téléphone par Al-Amin Senghor. Si le président de la République n'y pourvoit pas dans les délais, c'est-à-dire dans les 8 jours après le vote définitif de la loi, c'est le président de l'Assemblée nationale qui y pourvoit. C'est l'article 75 de la Constitution. Lorsque le Conseil est saisi, les délais de promulgation sont suspendus.
tant que le Conseil ne s'est pas prononcé, le délai de 8 jours dont dispose le président de la République pour promulguer ne commence pas. Le Conseil constitutionnel regarde la constitutionnalité des lois. Comme c'est un code électoral, il est soit saisi par le président de la République, soit par un dixième des députés. Le code électoral, le Conseil ne va pas l'examiner directement. Il faut qu'il soit saisi soit par le président de la République, soit par un dixième des députés. Je pense qu'ils peuvent attaquer la loi en inconstitutionnalité. Dans ce cas, le Conseil a, je pense, 4 jours pour se prononcer. Pape Malick Ndour a été placé ce mardi sous mandat de dépôt sur décision de la Cour suprême, confirmant ainsi la chambre d'accusation financière du pôle judiciaire financier. L'ancien ministre responsable de l'APIA, ex-coordonnateur du PRODAC, a été au centre de plusieurs procédures judiciaires dans le cadre de l'affaire PRODAC, suivant les explications d'Ibrahim Khalil Djemé. La Cour suprême a confirmé ce mardi 28 avril 2026 le mandat de dépôt visant Pape Malick Ndour, mettant fin à la mesure de contrôle judiciaire dont bénéficiait jusque-là l'ancien ministre. Cette décision ouvre la voie à son incarcération dans le cadre de l'enquête liée au PRODAC. Dans ce dossier, Pape Malick Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les investigations portent sur des irrégularités financières présumées évaluées à plusieurs milliards de francs CFA en lien avec la gestion du programme. L'ancien ministre avait été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de porter un bracelet électronique. Cette mesure avait été contestée par le parquet avant d'être remise en cause par la chambre d'accusation du pôle judiciaire financier. Les éléments évoqués dans le dossier portent sur des soupçons d'irrégularités financières et administratives, notamment des allégations d'association de malfaiteurs, de détournement de fonds publics estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA, ainsi le blanchiment de capitaux. En confirmant le mandat de dépôt de la Cour suprême, valide ainsi la poursuite de la procédure sous le régime de la détention en attendant la suite de l'instruction. Coup de théâtre dans l'un des dossiers financiers les plus sensibles au Sénégal. Après des mois de détention et de rebondissement judiciaire, Mohamedou Ngom dit Farba Ngom obtient à son tour une liberté provisoire plusieurs semaines après que son co-prévenu Tahirou Sarr a été déjà élargi. Une décision qui relance une affaire tentaculaire à 125 milliards de francs CFA. C'est un récit de Mame Sokhna Dramé. Tout commence le 27 février 2025. Ce jour-là, Farba Ngom, député maire des Agnam, est placé sous mandat de dépôt après la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale. Dans le viseur de la justice, des flux financiers suspects signalés par la CENTIF et estimés à 125 milliards de francs CFA. Les accusations sont lourdes. Association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux. À ses côtés, Tahirou Sarr, homme d'affaires, est également poursuivi pour des faits similaires. S'ouvre alors un long feuilleton judiciaire, rythmé par des allers-retours entre prison, tribunal et hôpital. Fragilisé par des soucis de santé, Farba Ngom comparaît parfois en ambulance. Sa défense multiplie le recours pour obtenir une libération provisoire. Un premier espoir naît avec une ordonnance favorable du juge d'instruction, mais coup de frein immédiat. Le parquet fait appel bloquant sa sortie. Pendant ce temps, Tahirou Sarr recouvre la liberté bien avant lui, malgré un dossier pourtant étroitement lié, alimentant les critiques sur un possible traitement différencié. Après des mois de bras de fer judiciaire, la Cour suprême tranche finalement. Farba Ngom bénéficie à son tour d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, rejoignant ainsi Tahirou Sarr déjà dehors de prison. Avec des obligations strictes pour les deux hommes, une décision qui ne met pas fin à l'affaire. Loin de là, l'instruction se poursuit et pourrait déboucher sur un procès très attendu, dans un contexte de lutte affichée contre la corruption. Ce dossier reste sous haute surveillance. Et pour l'opinion publique, une question demeure: justice équitable ou zone d'ombre persistante? Dramé, la justice vient donc de trancher dans un dossier à forte connotation politique. Après plusieurs mois de détention jugée arbitraire par ses partisans, Farba Ngom a obtenu la liberté provisoire sous contrôle judiciaire confirmée par la Cour suprême. Une décision saluée par ses partisans comme une victoire du droit dans un contexte où la question des libertés et du respect des procédures judiciaires reste au cœur du débat public. Je vous propose d'écouter Abdoul Aziz Diop. Il est l'adjoint au maire
maire de Agnam. Il est joint au téléphone par Mame Sokhna Dramé. C'est une satisfaction, mais c'est le droit et la justice qui est appliqué aujourd'hui dans le dossier de l'honorable député Farba Ngom, qui a été emprisonné injustement, arbitrairement, pour des règlements de compte politique, sur aucun fondement. Raison pour laquelle le juge qui l'avait mis sous mandat de dépôt pendant 10 mois, lorsqu'il a auditionné au fond du dossier, il lui a octroyé automatiquement liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Le procureur a opposé et on est parti à la chambre d'accusation et la chambre d'accusation l'a blanchi totalement parce que ça fait même pas 3 mois. Et aujourd'hui, ils ont fait pourvoi à cassation. Raison pour laquelle la Cour suprême a statué aujourd'hui sur son dossier. Ils ont appliqué le droit, ils ont dit le droit. Raison pour laquelle que M. Farba Ngom est libre sous contrôle judiciaire et passera la nuit aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi, à côté de sa famille, à côté de ses sympathisants. Mais pour clôturer, parce que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des Sénégalais, chacun a ses droits et on doit respecter nos droits. Nous disons merci à la société civile, merci à la justice sénégalaise, merci à tous les acteurs politiques. La victoire, c'est la victoire de l'honorable député Farba Ngom, mais à tous les détenus politiques, à toutes les bonnes personnes qui combattent pour l'injustice dans ce pays. La journée nationale, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a été célébrée hier, mardi, initiée par l'Organisation internationale du travail. Elle vise à promouvoir la prévention des accidents et maladies professionnelles. Elle insiste naturellement sur la responsabilité collective afin de créer des environnements de travail sains et sûrs. À Dakar, ceux qui sont dans le génie civil ont tenu compte de ces obstacles, nous dit Khalifa Babakar Fall dans ce reportage. Cette journée est un moment pour les employeurs et les travailleurs de renouveler leur engagement en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Par rapport à la sécurité ici au chantier, ce que je peux dire que on veille à ce que tous les ouvriers en venant au travail qui portent leur casque, leur gilet ainsi que leur sécurité pour éviter certains accidents. Comme par exemple déjà avec les pointes, lorsqu'on fait le coffrage avec les planches et autres, déjà avec le décoffrage, il y a les pointes qui sont là, qui traînent par terre, et aussi les briques. Il y a pas mal de problèmes qu'ils peuvent rencontrer ici à travers ça. En milieu professionnel, parfois, on assiste à des accidents de travail, ce qui arrive souvent selon la technicienne en génie civil. J'ai rencontré beaucoup, deux fois de suite, même si je peux dire cela comme ça. C'était un maçon, voilà, il n'avait pas porté de casque. En posant une brique, il s'est retourné et le brique, autant pour moi, l'a retrouvé de là où il était. Donc de ce fait, on était obligé de l'amener à l'hôpital pour faire les premiers soins et aussi prendre soin de lui et veiller à ce que tout puisse bien se passer. Voilà. Il y avait aussi un autre avec une pointe. Une pointe l'a piqué au niveau du pied parce que lui aussi n'avait pas porté ses chaussures de sécurité. Stagiaires et étudiantes en licence 1 en génie civil estiment que les ingénieurs de ce chantier tiennent toujours compte des risques. Je dis que la sécurité c'est important, surtout dans un chantier, surtout ici dans un chantier où il y a des risques. Voilà, on voit toujours les risques que prennent les maçons, les ouvriers, et voilà, on veille à contrôler cela. Cette journée s'inscrit dans la continuité de la journée internationale de la commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail, une initiative portée par l'Organisation internationale du travail. À la mosquée Masalikul Jinan de Dakar, l'association Serigne Fallou Fall a réuni les différentes confréries religieuses autour d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs de la commémoration des tirailleurs sénégalais prévue les 8, 9 et 10 avril, 10 mai plutôt à Paris. Une rencontre marquée par un appel à l'unité, au devoir de mémoire, à la valorisation du rôle historique des guides religieux. C'est un compte rendu de Baye Ndongo Fall et de Sokhna Gaye. À Dakar, la mosquée Masalikul Jinan a accueilli ce mardi une conférence de presse de l'association Serigne Fallou Fall. Une rencontre consacrée aux préparatifs de la commémoration des tirailleurs sénégalais prévue les 8, 9 et 10 mai à Paris. Plusieurs familles religieuses y ont pris part dans un esprit d'unité et de mémoire. Dans une atmosphère solennelle, les représentants des différentes confréries se sont réunis autour d'un même objectif, honorer la mémoire de leurs ancêtres, figures religieuses et historiques tombées sur le champ de bataille. Parmi elles, Serigne Fallou Fall, Serigne Sidi Ahmed Sy, Serigne Mokhtar Kounta, Serigne Babacar Laye et d'autres figures.
Au Présidium, un des porte-paroles retrace le rôle déterminant de ces guides religieux dans l'histoire coloniale. La France s'est appuyée à un moment donné sur les autorités religieuses pour gouverner indirectement. Des figures, comme nous l'avons rappelé, comme Cheikh Ahmadou Bamba, Sidi Hadji Malick, les Kountiou et les autres, je m'en tiens là, mais étaient des figures historiques qui avaient joué un rôle clé. Même s'ils étaient perçus à un moment donné comme de potentiels opposants, l'administration coloniale a fini par reconnaître leur influence sur les populations. Et dans ce contexte-là, la France voulait juste maintenir son ordre, l'ordre colonial, mais sans mobiliser trop de moyens. La rencontre était une occasion pour saluer l'initiative et rappeler l'importance du devoir de mémoire. Ces guides religieux-là, ils sont des patriotes, ils sont des citoyens. On doit les honorer, on doit les rendre hommage. Et c'est par cet endroit que je vais saluer la démarche de Serigne Cheikh Khady Fall. Une démarche ô combien importante, une démarche qui s'inscrit dans la ligne glorieuse de ses ancêtres, c'est-à-dire la bravoure et la dignité. Dans la continuité des propos, un appel à l'unité des confréries a été lancé face aux dérives actuelles. Voilà le Sénégal en miniature. Voilà l'islam en miniature. C'est dire tout simplement que ces dérives à l'encontre des confréries n'engagent pas la Mouridiya seulement, n'engagent pas la Khadiriya seulement, n'engagent pas la Tidjaniya seulement. Elles nous engagent nous tous. Une rencontre qui met en lumière l'unité des confréries et la nécessité de préserver cet héritage commun. Prochaine étape, Paris, où la diaspora et les familles religieuses se retrouveront les 8, 9 et 10 mai pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. À présent, la page internationale. Nous mène tout d'abord au Mali, invisible depuis samedi pour des premières attaques contre plusieurs localités du Mali. Le chef de la junte, le général Assimi Goïta, est donc réapparu hier. La situation reste tendue au Mali après les attaques coordonnées les 25 et 26 avril par des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Djenim, et du Front de libération de l'Azawat contre plusieurs villes. Lors de ces attaques, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a été tué et les forces rebelles ont pris le contrôle de Kidal. Dans la soirée, le chef de l'État malien a décidé de s'adresser à la nation. Durant près d'une dizaine de minutes, Assimi Goïta est revenu sur les événements du week-end qu'il qualifie d'attaques coordonnées d'une extrême gravité et stoppées par les forces armées maliennes. Un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants qui ont voulu installer un climat de violence, complète-t-il. Et au Moyen-Orient, les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran sont dans l'impasse. Le président américain, mécontent de la dernière proposition iranienne, a affirmé hier que Téhéran avait fait savoir aux États-Unis que l'Iran était au bord de l'effondrement et qu'il a réclamé la levée du blocus maritime américain. Le président américain a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran. En parallèle, malgré la trêve du Liban annoncée par Donald Trump à l'issue de discussions à Washington, les hostilités se sont poursuivies dans le pays dont Israël a envahi le sud qu'il a en partie dévasté. Et aujourd'hui, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, doit s'expliquer sur la conduite de la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début du conflit qui s'enlise. Malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump, nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire posséder une arme nucléaire, a d'ailleurs déclaré à ce sujet le président américain lors de l'ouverture du banquet en présence du roi Charles III. À présent, c'est la page sportive. Solo TV, Solo FM, le matin, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdouniaï, bonjour à toutes et à tous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce matin? Bien sûr, nous parlons de Basketball Africa League. La conférence Sara, l'AS Vite de Dakar joue son 3e match aujourd'hui contre donc le club marocain FUS Rabat. C'est donc un match déterminant puisque je rappelle que l'AS Vite de Dakar, à la suite de ses 2 premières sorties, n'a enregistré aucune victoire. Un match donc déterminant aujourd'hui. Une victoire intéresserait donc l'AS Vite de Dakar pour la suite de cette compétition. L'AS Vite de Dakar, le club de la capitale sénégalaise qui représente le basketball sénégalais dans cette conférence Sara pour cette 6e édition de la BL, la Ligue africaine de basketball, va donc affronter ce mercredi FUS Rabat pour son 3e match. Je rappelle qu'après 2 matchs en autant de sorties, en tout cas 2 défaites en autant de sorties, la situation se complique pour les Dakarois qui doivent impérativement réagir pour rester en course. Le président du club Yatma Diaw est revenu sur les contre-performances et l'importance de cette rencontre décisive. Nous reviendrons certainement donc sur les propos de Yatma Diaw qui est, je rappelle, le président du club de l'AS Vite de Dakar de basketball. Autre discipline, cette fois-ci, nous parlons de la Ligue des Champions. Eh bien, ce match qui fait parler jusque-là, le match qui a opposé hier le Paris Saint-Germain face à l'équipe du Bayern Munich. Faut de regarder, c'est donc le résumé du match Paris Saint-Germain-Bayern Munich sur ce petit écran. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, eh bien, je vous fais le commentaire. Puis, le milieu de terrain, en tout cas l'attaquant français Michael Olise, ne laisse pas le Paris Saint-Germain. Donc, il marque à la 41e minute, bien entendu à 2 ou 3 minutes de la fin de la première période. Eh bien, le match n'est pas encore fini, puisqu'avant la pause, le Paris Saint-Germain réussit donc à revenir sur le score. Eh bien, menait d'ailleurs le Bayern Munich sur le score de 3 buts à 1. Eh bien, le match n'est pas encore fini, puisqu'au retour des vestiaires, Kvaratskhelia a encore une fois donc marqué, un doublé, et le score est donc encore une fois davantage creusé pour le Paris Saint-Germain. Mais le Bayern n'a pas encore dit le dernier mot. Upamecano et Luis Diaz ont marqué pour le club bavarois sur le score, bien entendu, de 4 buts à 4, l'égalité. Mais ce n'est pas encore fini, puisque à la fin du temps réglementaire, le ballon d'or Ousmane Dembélé a marqué finalement pour le Paris Saint-Germain. Un doublé pour Ousmane Dembélé à la suite d'une passe décisive. Eh bien, au match XXL pour l'attaquant français Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Finalement, le score est donc... Ce que nous venons de faire, résumer un match de football ici sur le plateau et dans la page sportive de cette édition de 7h. Et bien sûr, nous restons avec vous à la Mine Senghor pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. La réforme du code électoral, la libération de Farba Ngom et le mandat de dépôt confirmé par la Cour suprême pour Pape Malick Ndour à la